Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir Ba Ouri, le numéro 2 de l'UFDG, le parti que dirige Cellou Dalain Diallo. Bonjour, Monsieur Ba. Bonjour, Monsieur Silla. Le 19 juin, des heurts ont eu lieu en Guinée, bilan 12 blessés, dont 3 par balle. Quel est votre commentaire? Je suis désolé de le dire, mais toutes les manifestations pacifiques qui sont reconnues par la Constitution guinéenne se terminent par des bains de sang parce que les forces de l'ordre et l'État, dirigé aujourd'hui par M. Alpha Condé, ne respectent pas la Constitution et fait tirer sur des pauvres citoyens désarmés uniquement pour assouvir sa politique de dérive dictatoriale. On est surpris par vos propos parce que ces violences ne commencent pas avec le professeur Alpha Condé. C'est vrai, la violence fait partie d'une tradition politique très ancienne en Guinée, malheureusement, ce qui fait que ce pays, depuis l'indépendance, n'a connu que des dictatures et des dictatures récurrentes. Et c'est la raison pour laquelle, depuis ces 10 dernières années, les populations civiles manifestent pour une meilleure gouvernance. Et récemment, les populations ont manifesté au stade du 28 septembre où, vous savez, ce qu'il y a eu comme tragédie que l'humanité, le monde entier a condamné. Ça a débouché sur des élections présidentielles que M. Alpha Condé a gagnées. On espérait, on attendait à ce que pour une première fois, un civil, longtemps dans l'opposition, puisse permettre à la Guinée d'avoir une sortie de crise durable. Malheureusement, il est retombé dans les travers de ses prédécesseurs et la Guinée aujourd'hui est dans une situation très difficile. Maturité de la classe politique guinéenne, non? C'est vrai, j'aime bien le terme, la maturité de la classe politique guinéenne, ça c'est un aspect et j'insiste, vous savez, ce qui fait la force d'un pays, c'est la qualité de ses ressources humaines. Et sur le plan politique en Guinée, cette classe politique a manqué, disons, de maturité, a manqué de responsabilité et c'est la raison pour laquelle un pays qui aurait dû être la locomotive de l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui parmi les derniers en ce qui concerne le niveau de vie, en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne la gouvernance au point de vue démocratique. Vous-même, vos détracteurs vous accusent d'être un jusqu'au-boutiste, quelqu'un qui cultive la violence, hein. Vous avez même sorti le concept de résistance démocratique. Qu'est-ce que cela vous dit? Lorsque un chef d'État, un gouvernement viole la constitution du pays, fait tirer sur des pauvres citoyens, plus d'une cinquantaine de morts durant ces 2 dernières années dans le cadre des manifestations pacifiques. Et si on prend l'ensemble des personnes tuées par le régime de M. Alpha Condé, on atteint facilement la centaine. Imaginez-vous que des forces régulières, au mois d'août de l'année dernière, aillent tuer, humilier des paysans à Zogota en Guinée forestière. Ce ne sont pas des gens qui sont venus dans le cadre de bavures, non. C'est une politique délibérée de semer la terreur pour assouvir la population et pour avoir un pouvoir sans partage. Et je crois qu'il est de ma responsabilité de ne pas accepter que une nouvelle dictature s'installe durablement en Guinée. Est-ce qu'un changement de régime pourrait signifier la fin des violences politiques en Guinée? Vous savez, lorsque la gouvernance, ou le top gouverneur, ceux qui dirigent le pays, ne sont pas fondamentalement convaincus de la nécessité d'avoir une gestion apaisée, de respecter l'autorité de la loi, il va de soi que les violences seront récurrentes. Et je crois que nous faisons partie, je fais partie d'une génération politique qui s'est investie, qui s'est engagée en politique pour la défense des droits de l'homme. Et par ce biais-là, je suis sûr qu'une politique que celle que je préconise peut réconcilier les Guinéens, permettre à des institutions... Quelle est cette politique? Donnez-nous... Cette politique, c'est simplement d'abord respecter l'autorité de la loi, parce que la loi assure l'égalité de tous les citoyens sans discrimination aucune. Il faut, de ce point de vue également, asseoir des institutions démocratiques durables, les institutions républicaines. On a des lois,
on a des pratiques qui ne correspondent pas à l'esprit de la loi. Et il faut des hommes et des femmes pour assumer le respect des institutions républicaines. Je pense que ce sont les premiers pas pour que les Guinéens soient convaincus que être citoyen, ça a un sens, certes avec des obligations, mais aussi avec les droits qui sont respectés même par la puissance étatique. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Alpha Condé était considéré comme un démocrate. Pourquoi, après son accession au pouvoir, il a aussitôt changé? Pourquoi? Je pense qu'on ne fait pas attention aux profils et aux itinéraires. Lorsque vous êtes dans l'opposition, très souvent, on considère que tous ceux qui sont dans l'opposition, c'est parce qu'ils sont dans l'opposition puisqu'ils veulent une gouvernance démocratique. La vertu réside dans l'opposition. La vertu réside dans l'opposition, alors qu'en général, certains sont dans l'opposition, non pas parce qu'ils ont un contre-projet par rapport à une gouvernance autocratique, mais tout simplement parce qu'ils veulent, comme on dit, avoir leur part dans le partage et de l'État néo-patrimonial prédateur, et c'est ça qui justifie leur engagement et leur politique. Alors, et M. Alpha Condé fait partie de ça. Concrètement, que pourriez-vous dire aux Guinéens pour les convaincre que vous ne faites pas partie de cette race de politiciens qui attendent d'être au pouvoir pour changer de direction? Je fais partie d'une génération qui s'est engagée très tôt, dès l'adolescence, contre Sékou Touré. Je me suis opposé à la gouvernance du général Lansana Conté, où j'ai fait la prison en 1992. Comme Alpha Condé aussi. Hein. Comme Alpha Condé. Je suis parmi ceux qui ont créé l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, qui ont contribué à faire émerger une culture citoyenne et une culture protestataire au niveau de l'université de Conakry dans les années 90. Je me suis toujours inscrit dans la promotion de la citoyenneté. Et j'ai été ministre de la Réconciliation nationale et pour un laps de temps de 6 mois. Et durant cette période assez courte, je crois que j'ai laissé des marques où on a reconnu la responsabilité de l'État guinéen par rapport à tout le passé historique, les exécutions du camp Barrow, les tragédies du 4 juillet 1985, que j'en passe. Je crois que nous avons atteint aujourd'hui une phase où une gouvernance mature, responsable, qui veut faire que la Guinée rentre dans le cadre des nations démocratiques, puisse s'exercer et puisse s'épanouir. Alors, peut-être l'une des solutions pour sortir de cette crise politique, c'est l'organisation des législatives du 30 juin, non? C'est vrai, en principe, les élections sont considérées comme les moyens les plus pacifiques pour sortir un pays d'une crise. Malheureusement, M. Alpha Condé s'est donné 2 années et demie pour détruire le processus électoral qui a été mis en place laborieusement avec beaucoup de sacrifices durant la transition militaire et vers la fin du régime du général Lansana Conté. Ce qui fait que les procédures pour une gestion sereine, transparente des élections est bafouée. Et c'est la raison pour laquelle l'opérateur technique aujourd'hui qui cristallise toutes les oppositions, c'est-à-dire Weimark, c'est pour confectionner un fichier qui permettra à M. Alpha Condé de se déclarer vainqueur pour des élections législatives et pour toutes les prochaines. Il est de connivence avec l'opérateur. Il est de connivence et c'est cette volonté manifeste d'accaparer tous les pouvoirs qui amène M. Alpha Condé à tricher. Qu'est-ce qu'il vous fait dire, M. Ba? Regardez uniquement le fichier fait par SAGEM où il y avait un consensus qui a permis à M. Alpha Condé d'être déclaré président. On avait 4 millions, à peu près 500 000 électeurs recensés. Aujourd'hui, on nous fait dire qu'avec le système Weimark, la Guinée compte plus de 6 millions d'électeurs. En laps de temps de 2 ans, comment peut-on tirer, je ne sais d'où, près de 2 millions de nouveaux électeurs? C'est pour vous dire qu'un fichier avec un nombre important de fictifs a été préparé par Weimark. Et si on va à des élections dans ces conditions-là, c'est tout simplement pour accompagner M. Alpha Condé qui va se déclarer vainqueur avec une très large majorité et qui procédera
à partir de ce moment-là, à la modification de toutes les lois de la République. Et moi, je ne suis pas pour cette politique parce que c'est une politique dangereuse, c'est une politique qui mène à la ruine du pays, qui prépare un désastre plus important pour le futur parce que les Guinéens n'accepteront pas. Tout dépendait de vous, il n'y aura pas d'élection législative le 30 juin. Déjà, ces élections n'auront pas lieu le 30 juin parce que tout est bloqué. Et je dis, mon inquiétude, vous savez, depuis 10 ans, la Guinée est en crise de gouvernance, avec des tueries, avec beaucoup de sang. Hein? Oui. Oui, mais je ramène à des mouvements les plus récents, avec des tueries, avec beaucoup d'emprisonnement. On a tout expérimenté, les grèves qui ont duré des mois et des mois avec les forces vives. On a expérimenté les élections 2010, ça n'a pas donné de résultat. Et si ça continue ainsi, les citoyens sont exaspérés, la jeunesse n'en peut plus de ne pas avoir de perspective pour espérer un lendemain meilleur. Vous savez ce qui va rester de se passer? Les gens vont entrer dans des aventures politiques comme ce qui s'est passé au Mali, comme ce qui s'est passé en Algérie. Et à partir du moment où ça commence ainsi... C'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait une volonté de scission du pays, non? Pas de scission, mais pratiquement une gouvernance qui ne pourra pas contrôler la totalité du pays, avec des hommes en armes, avec, dans une certaine mesure, une guerre civile larvée. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire s'est empêtrée dans une crise, et la guerre civile. Tous les autres pays, c'est comme ça. Élections bafouées, non-respect de la citoyenneté de tous les nationaux, et en fin de compte, la seule arme qui peut rester, c'est d'utiliser le fusil. Et à partir de ce moment-là, vous savez bien, si on commence par utiliser le fusil, on ne sait pas jusqu'où ça pourra aller. Pourtant, le professeur Alpha Condé voudrait former un gouvernement d'union nationale. C'est le signe de sa volonté de réunifier les Guinéens, non? Il faut se méfier des déclarations à l'extérieur de M. Alpha Condé. Oui. Lorsqu'il dit ça, c'est uniquement pour faire croire à la communauté internationale qu'il est bien intentionné. Pourtant, votre leader ne l'a pas rejeté de façon brutale. Hein? C'est vrai, ouais. Mais fondamentalement, M. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis un processus de création d'un État RPG au pouvoir en Guinée. Si vous n'êtes pas de sa mouvance politique, vous êtes exclu de l'administration. Et même lui, il disait, mais vous vous étonnez que ça soit ainsi. Aux États-Unis, dès qu'il y a une nouvelle majorité, il y a une alternance et l'administration fédérale est changée. Mais il se trompe d'État, il se trompe d'institution. Et si on procède ainsi dans un pays comme la Guinée, cela veut dire qu'on ethnicise l'administration, la haute administration du pays, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a de sérieux problèmes. Donc ce n'est pas un gouvernement d'union nationale qui va changer la réalité, l'injustice que subissent des pauvres citoyens qui n'ont rien à voir dans la compétition politicienne pour le pouvoir et qui ne demandent qu'à servir correctement leur pays. Vous prenez le contre-pied de Cellou Dalein, il me semble. Non, je pense que de ce point de vue, j'ai dit... Il y a des accords entre vous. Il y a des accords, c'est une réalité, il y a des accords parce que j'estime qu'au moment où il fallait se lever pour empêcher que la violation de la Constitution s'enracine, que les droits de l'homme ne soient pas bafoués par le régime d'Alpha Condé, il y a eu une attitude relativement frileuse qui a permis au régime d'Alpha Condé de poursuivre dans sa démarche. J'ai toujours dit, avec Alpha Condé, ce n'est pas avec le dos de la cuillère qu'il faut l'affronter. Il fonctionne en fonction des rapports de force. Et faire descendre les gens dans les rues avec une police et des forces de l'ordre qui usent et abusent de la violence en tuant des gens, c'est irresponsable. On peut le faire une fois parce que peut-être on se dit que ce n'est pas possible, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, et en fin de compte, N fois, et sans tirer les leçons et les conséquences de cette attitude, moi je dis que ce n'est pas du tout responsable. M. Alpha Condé a une vision stalinienne du pouvoir. Il veut un pouvoir total et il ne peut pas se passer d'une gestion équilibrée qui permet à l'ensemble des forces politiques
dans le cadre du socle reconnu par tous, c'est-à-dire la constitution du pays et les lois de la République, fonctionner. Nous allons un tout petit peu revenir du moins sur vos rapports avec celui d'Alain Diallo, le numéro 1 du parti. Il se dit, la presse guinéenne dit souvent que vos relations ne sont pas au beau fixe. Alors ma question est de savoir comment votre parti pourrait-il un jour accéder au pouvoir si ces deux principaux responsables ne s'entendent pas? Au-delà de notre personne, moi je crois que le processus politique guinéen est en train d'atteindre une autre maturité. J'ai créé l'UFDG avec beaucoup d'autres. J'ai accepté la venue en 2007 de El Selou Dalein comme président du parti et comme candidat pour les prochaines élections présidentielles, dans l'espoir que le parti allait se structurer pour éviter les émiettements. Et j'ai toujours souhaité que le parti soit une institution solide, au-delà des personnes qui la dirigent, pour être un contre-pouvoir par rapport à un exécutif trop puissant, surtout dans un pays comme la Guinée, avec ses dérives dictatoriales. De ce point de vue, après la présidentielle 2010, je me suis rendu compte que nous n'avions pas la même lecture de la nature et de ce qu'il faut faire de l'UFDG. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je me suis retrouvé le 19 juillet 2011, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir la vie sauve, mais des militants de l'UFDG, des responsables sont en prison sous prétexte qu'ils sont mêlés à cette tentative de coup d'État le 19 juillet contre M. Alpha Condé. Le parti que j'ai fondé a eu une attitude relativement très tiède. Et ça, c'est le second élément. Le troisième élément, la gestion des relations entre M. Alpha Condé et son opposition, j'ai toujours mentionné qu'avec M. Alpha Condé, il faut faire respecter les fondamentaux, le contester sur la base de valeurs et non pas sur des aspects périphériques qui ne concernent uniquement que le processus électoral. Malheureusement, là aussi, je n'ai pas été entendu et le pays est allé à Valo et se retrouve encore près de 2 ans et demi, presque 3 années après l'installation de M. Alpha Condé, dans une crise institutionnelle majeure avec une cohésion sociale qui a complètement volé en éclat. Vous ne tirez pas de conséquences par rapport à tout cela? Je tire une conséquence, c'est pour cela j'estime que M. Alpha Condé, du moment où il n'a pas respecté la Constitution, du moment où il a les mains salies par le sang des innocents, il va de soi qu'il n'est plus en mesure d'assumer en toute légitimité sa charge de président de la République. Oui, mais au sein de votre parti même, si votre ligne n'arrive pas à convaincre une bonne partie ou peut-être le numéro 1 du parti, on peut se dire que M. Bahouri pourrait tirer des conséquences de cette situation et peut-être démissionner. Non, je ne démissionnerai jamais parce que je sais que l'UFDG... Parce que vous êtes le fondateur du parti. Je suis le fondateur et l'UFDG incarne une volonté, une aspiration à un changement démocratique en profondeur de la Guinée. Ça, c'est un élément essentiel. Ouais. Mais je dis aussi que Bahouri n'est pas isolé. Bahouri n'est pas minoritaire dans les rangs de l'UFDG. Bahouri... Qu'est-ce qui vous le fait dire? Non, si je le dis, vous allez dire que je tire la couverture sur moi, mais de toutes les façons, les militants qui sont en Guinée, qui affrontent le régime d'Alpha Condé, savent que Bahouri est devenu une conscience à laquelle, au-delà des rangs de l'UFDG, des Guinéens, surtout les éléments les plus jeunes, se réfèrent parce que c'est une vision de l'avenir, c'est une source d'espoir que la Guinée n'est pas... Et alors, qu'attendez-vous pour prendre les rênes du parti? Parce que c'est normal, si vous êtes majoritaire. Non, pour le moment, je suis un exilé, avec un mandat d'arrêt qui m'empêche d'être dans mon pays, dans une ambiance de non-respect du droit en Guinée. Ceci est une contrainte. Mais de l'autre côté, on se bat et je pense que l'avenir nous dira ce qu'il en est. Bon, certains disent, mais monsieur Ba, vous êtes loin de la Guinée. Mais je dis, beaucoup de personnes
ont de l'extérieur contribué à des changements en profondeur de leur pays. Le général de Gaulle, le 18 juin 1940, il était à Londres. L'imam Khomeini était à Paris alors que son pays était complètement chamboulé. Nelson Mandela était en prison, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de raison que Bahouri, malgré qu'il soit loin, ne puisse pas contribuer à faire que la Guinée, très rapidement et le plus tôt possible, puisse retrouver le chemin d'une construction démocratique. On va faire de la météo politique. Hein. Votre mandat d'arrêt est levé, vous rentrez en Guinée. Est-ce que vous demanderez qu'une élection en interne soit organisée pour prendre la direction du parti? Bon, comme je ne vais pas m'autoproclamer, les instances de l'UFDG, à ce moment-là, prendront toutes les responsabilités et je pense qu'il n'y a pas de raison que, vu le contexte, vu l'expérience, vu ce que nous avons vécu durant ces derniers temps, prendront la responsabilité et le choix qui s'impose pour permettre à l'UFDG d'avoir une équipe solide, une équipe ferme qui va dans le sens toujours des idéaux et des engagements, du respect des droits, du respect des droits de l'homme et du renforcement d'institutions solides dans un pays comme la Guinée. À vous entendre parler, on dira de façon prosaïque que Cellou Dalein Diallo est mou, vous êtes beaucoup plus vigoureux. Est-ce qu'une confrontation entre Bahouri et le professeur Alpha Condé n'ouvrirait pas des violences assez meurtrières en Guinée, non? Non, je crois que vous savez, je connais les militants du RPG. Nous avons eu à nous accompagner pendant très longtemps dans l'opposition. La Guinée a besoin de clarté, d'hommes qui parlent clairement, qui ne jouent pas à faire, comme on dit, le chat, parce que la situation est très grave. La situation est très grave, on ne peut pas continuer à laisser la Guinée aller comme ça. Donc il faut parler clair, il faut être honnête et ne pas mentir à la population. Ça, c'est un fond pour une stratégie de la confrontation. Une stratégie de la confrontation, en toute politique, il faut d'abord un rapport de force. Et le rapport de force, très souvent, c'est ça qui amène l'équilibre. Sans rapport de force, il y a déséquilibre et des pauvres citoyens sont massacrés aujourd'hui. Et je suis sûr qu'avec Bahouri, avec une équipe rénovée, forte, il va de soi que le rapport de force va être équilibré et ça permettra à ce moment-là de se retrouver de manière plus responsable pour envisager un avenir serein pour la Guinée. Cellou Dalein Diallo était récemment à Paris. Vous ne l'avez pas rencontré pour essayer de lui cracher, excusez-moi du terme, vos 4 vérités? Je pense qu'il n'a pas cherché à me joindre. Puisque j'étais dans le sud de la France et non, je trouve qu'au-delà de nos personnes, ce n'est pas nos personnes qui sont en jeu dans la phase actuelle. C'est vous qui dirigez le parti, c'est important. Il ne me consulte pas par rapport à ses orientations actuelles. Depuis le 19 juillet 2011, je ne suis pas consulté des décisions qui sont prises, comme donc, si Bahouri était mort. De facto, vous êtes exclu du parti. De facto, je suis exclu des prises de décision du parti. Et ça, c'est une catastrophe aujourd'hui. Le parti, de ce point de vue, est dans l'impasse. Il va de soi, il faut qu'on fasse, le droit d'inventaire. Il faut qu'on fasse le bilan. Et le bilan est catastrophique. Il va de soi. De sa gestion. Hein. Bien entendu. Et de ce point de vue, je ne suis pas prêt de vous laisser faire que mon parti soit sacrifié, que mes militants soient tués comme cela, sans pour autant qu'il y ait des résultats concrets, palpables, par rapport à l'avancée des valeurs qui sont censées nous réunir. Vous ne regrettez pas, quelques années après, de l'avoir ouvert les portes? Vous savez, ce qui est fait est déjà fait. On ne peut pas revenir en arrière. On tire les leçons. S'il fallait refaire un certain nombre de choses, je pense qu'on n'aurait jamais dû faire exactement comme on a fait. Mais fondamentalement,
on a toujours voulu que le parti rassemble au-delà de ses limites initiales, et le parti est allé au-delà, rassemble et continue de rassembler. À l'heure actuelle, on est dans une autre phase où, si vous voulez bien, dans un premier temps, c'était une expansion territoriale. Maintenant, c'est l'identité démocratique du parti qui est en train d'être forgée. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes tous du parti que nécessairement que nous avons les mêmes critères, les mêmes valeurs à défendre et les mêmes engagements pour l'avenir du pays. Et l'option démocratique, des critères qui mettent en avant le respect de l'autorité de la loi, le respect des droits de l'homme, que ce soit des valeurs qui sont sur lesquelles il ne peut pas y avoir de tergiversation, ce sont ces éléments-là qui sont en train de monter en puissance et qui peuvent définir une nouvelle identité démocratique qui pourront réunir des hommes et des femmes de la Guinée, indépendamment de leur origine ethnique, indépendamment de leur religion. Et je pense que c'est ça qui permettra de faire que la politique en Guinée entre dans l'ère de la modernité. Vous êtes en train de nous dire quelque part que votre parti n'est pas un parti ethniciste comme certains laissent entendre. Il n'est pas du tout parti ethniciste. Comme je l'ai dit, l'expansion territoriale recoupe des régions du pays. Maintenant, on est dans une phase d'émergence des valeurs fortes qui vont permettre, au-delà de l'appartenance régionale et ethnique, à des Guinéens de se dire « moi je suis dans l'UFDG parce que c'est un parti qui défend des valeurs, c'est un parti qui respecte les droits de l'homme, c'est un parti avec lequel la gouvernance sera une gouvernance sérieuse, une gouvernance qui assurera la primauté de l'intérêt national au-delà des intérêts néo-patrimoniaux. » Alors peut-être une dernière question. Comment jugez-vous l'attitude des chefs d'État des pays voisins de la Guinée par rapport à la situation politique de chez vous? Je crois que, vous savez, très souvent, les chefs d'État sont prisonniers de certaines habitudes. Le 19 juillet 2011, M. Alpha Condé, pour, dans une certaine mesure, mettre le gouvernement sénégalais et gambien dans une situation difficile, a déclaré que le Sénégal et la Gambie ont aidé Baouri, Diallo Sadekadi et Tibou Camara pour l'attaque du 19 juillet 2011. C'était simplement pour mettre en difficulté ces deux pays. Ça, c'est un aspect que M. Alpha Condé est prêt à utiliser à tout moment pour dire « Ah, c'est les autres qui ne m'aiment pas, c'est les autres qui m'attaquent ». Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui fait qu'on n'est pas du tout en phase avec les évolutions des pays les uns par rapport aux autres, c'est que l'opinion, nous n'avons pas encore réussi à faire émerger une opinion régionale, c'est-à-dire une opinion publique qui puisse être aussi bien concernée par la situation politique intérieure de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, pour ne citer que ces pays. Ce qui fait que les démocrates de la plupart de ces pays se retrouvent esselés, marginalisés, isolés, écrasés, alors qu'ils auraient dû avoir le soutien des autres démocrates des autres nations. C'est un élément sur lequel il faut qu'on y travaille. Ceci est d'autant plus impérieux que la sécurité collective, l'avenir de la sous-région est directement imbriqué des avenirs des États les uns par rapport aux autres. La situation malienne est là pour nous dire que ce qui se passe au Mali peut se passer aussi bien au Sénégal qu'en Guinée et ailleurs. Et c'est pour cela qu'il faut d'ores et déjà se donner la main, éveiller les consciences démocratiques et citoyennes pour qu'elles s'emparent des problèmes de ces pays, de ces sociétés, pour nous permettre d'envisager un avenir commun dans le respect, bien entendu, de la souveraineté des États. Malheureusement, ceci fait défaut, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et pour faire avancer un processus qui permet aux démocrates africains de se rendre compte que la sécurité d'un pays comme le Sénégal, l'avenir d'un pays comme le Sénégal est intimement lié à l'avenir d'un pays comme la Guinée. Des perspectives économiques pour donner de l'espoir aux jeunes qui deviendront majoritaires
dans des pays étriqués, limités, on ne peut pas le faire raisonnablement si on n'envisage pas un développement sous-régional, avec des programmes régionaux, avec une responsabilité et une volonté de parvenir ensemble à se dire mon avenir dépend aussi de l'autre, et de ce point de vue, il faut qu'on se parle, que ce qui se passe chez lui m'intéresse, parce que si ça éclate de son côté, ça ne me laissera pas aussi à l'abri. Merci, Baoudi. Merci, M. Simon.